Donc avant que ça commence, je tenais à remercier Aline et David de m'avoir invité pour vous faire une présentation sur les aspects sensoriels du comportement alimentaire des petits ruminants et leur importance dans les processus d'apprentissage et les pratiques d'alimentation. Donc cette présentation a été faite avec la collaboration d'Angélique Favreau-Peigné, qui est maintenant à l'UMR Mozart à l'AgroParisTech. Et les deux unités dépendent du département Physiologie animale et systèmes d'élevage de l'INRA. Alors, d'abord un petit constat, c'est que parmi les différentes théories qui visent à prévoir la sélection alimentaire des animaux, elles sont toutes orientées vers une prédiction qui est basée sur la satisfaction des besoins nutritionnels, notamment l'énergie, sans considération des besoins sensoriels des individus. Donc ici, par exemple, j'ai cité l'Optimal Foraging Theory ou la Forage Maturation Hypothesis, donc qui sont, elles, des théories basées sur un comportement orienté vers donc une optimalité, une recherche de maximisation des gains énergétiques, ou que ce soit dans la théorie des apprentissages alimentaires, donc basée plutôt sur une relation de cause à effet, mais qui considère également que en fait, les choix de l'individu sont orientés via la satisfaction des besoins nutritionnels. Au niveau des pratiques d'alimentation des ruminants d'élevage, puisque nous travaillons sur des animaux domestiques d'élevage, donc qui sont alimentés par l'homme, les principes de rationnement sont basés également sur les besoins nutritionnels et sans ou peu de considération des besoins sensoriels. Donc ce n'est pas illogique, dans la mesure où les besoins nutritionnels sont effectivement très importants pour l'animal, et notamment l'animal en élevage, mais il y a le constat qu'il n'y a pas de considération des besoins sensoriels. Or, chez un certain nombre d'espèces, de l'homme, mais également les rongeurs, il y a différents travaux, différents résultats qui montrent que les animaux sont sensibles à la dimension sensorielle de l'alimentation. Et donc, on peut se poser légitimement la question de quelle est l'importance des aspects sensoriels dans le comportement alimentaire des petits ruminants. Et là, en l'occurrence, pour cette présentation, on se focalisera sur les ovins. Alors, juste avant d'aller plus loin, puisque je vais quand même parler assez souvent de processus d'apprentissage, la plupart d'entre vous doivent connaître ce processus, mais juste histoire d'avoir un peu le même vocabulaire. Le processus d'apprentissage alimentaire que nous considérons, il est basé sur une association que fait l'animal entre les caractéristiques sensorielles de l'aliment, donc notamment la forme, l'odeur, la couleur, la texture, le goût. Donc dans la suite de la présentation, je vais surtout les considérer d'une façon globale, même si je me focaliserai dans quelques exemples plutôt sur le goût et les flaveurs. Et l'animal apprend à associer ces caractéristiques sensorielles à ce qu'on appelle des conséquences digestives ou conséquences post-ingestives, qui sont de nature nutritionnelle, voire toxiques, ou douleur ou malaise, et qui sont ressenties après l'ingestion de l'aliment. C'est pour ça qu'on appelle ça post-ingestif. Et donc l'animal apprend à faire cette association et la retient dans une certaine mesure, et ce qui oriente ses choix futurs via une sélection si les conséquences ont été positives, ou un évitement si les conséquences ont été négatives, donc les conséquences de l'aliment. Donc expérimentalement, on va également parler de conditionnement, puisque la procédure qui permet de tester ces capacités d'apprentissage est basée sur un processus de conditionnement. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on sait du rôle des caractéristiques sensorielles des aliments dans le comportement alimentaire des petits ruminants? Donc elles ont différentes valeurs, ces caractéristiques sensorielles. Déjà, elles permettent à l'animal de discriminer les aliments, ça c'est la première chose. Mais ensuite, certaines ont une valeur hédonique. Donc, les ruminants, comme d'autres animaux, expriment des préférences, ils ne consomment pas au hasard, mais ces préférences, elles sont bien sûr orientées, basées en partie sur la valeur nutritionnelle de l'aliment, mais pas seulement. Donc il y a des expérimentations qui nous permettent de moduler les caractéristiques sensorielles des aliments, donc notamment en vaporisant les fourrages avec des substances qui, en étant vérifiées qu'il n'y ait pas de conséquences post-ingestives, changent le goût ou la flaveur d'un aliment. On observe par exemple des résultats tels que ceux-ci, où on obtient une préférence qui peut être assez importante, en dehors de 80%, pour par exemple un foin vaporisé avec le goût umami par rapport au même foin vaporisé avec de l'eau seule, ou un foin aromatisé à l'anis par rapport à l'orange. Donc ça c'est purement hédonique puisqu'il n'y a pas de conséquences post-ingestives. Notre rôle de la valeur hédonique, c'est de motiver l'ingestion, donc là je ne détaille pas, mais l'animal a tendance à consommer plus lorsque la caractéristique sensorielle lui plaît.
La valeur hédonique va également affecter les apprentissages, c'est-à-dire que dans la mesure où l'animal aura, avec une même conséquence négative associée à un aliment, le niveau d'aversion sera plus faible si l'aliment était initialement préféré. Donc c'est juste ce qui est représenté ici, c'est-à-dire que lorsqu'on associe une même conséquence négative à la flaveur qui était préférée ou à la flaveur qui était plutôt non préférée, le niveau d'aversion final n'est pas le même. Donc, ce qui montre bien qu'il n'y a pas que le post-ingestif qui drive le comportement, mais qu'il y a aussi les aspects sensoriels. Un autre rôle des caractéristiques sensorielles, c'est le rôle d'indicateur, donc qui permet à l'animal d'anticiper la valeur de l'aliment. Donc ça, c'est notamment basé sur le vécu et l'expérience que l'animal a fait au cours de sa vie et qui lui permet, en fonction donc de ce qu'il a vécu, s'il perçoit une caractéristique sensorielle, de l'associer et en tout cas de faciliter les apprentissages. Donc là, notamment, c'est important lorsqu'on s'intéresse à des milieux complexes, donc notamment des prairies diversifiées, où il y a une grande diversité d'aliments, et où l'animal peut avoir des difficultés à faire l'association entre une plante en particulier et ses conséquences. C'est notamment important si certaines plantes ont des valeurs toxiques, et d'où l'intérêt que l'animal apprenne correctement quelles plantes il peut sélectionner et lesquelles il doit éviter. Dans la continuité de ceci, les caractéristiques sensorielles permettent le processus de catégorisation des aliments, donc en fait qui permet en fait de classer les différents aliments dans des catégories qui sont considérées comme plus ou moins acceptables. Et lorsque l'animal rencontre un aliment nouveau, si les caractéristiques sensorielles sont communes ou proches d'un autre aliment qu'il connaît, il va pouvoir le classer et donc gagner en efficacité de recherche alimentaire. Bon, là, je ne vais peut-être pas détailler le résultat, on pourra y revenir après si vous voulez, mais il y a un résultat qui montre que les ovins sont capables de faire ce processus de catégorisation et que donc il y a un rôle des caractéristiques sensorielles. Alors au niveau des pratiques d'alimentation des ruminants, donc nous venons de voir que les caractéristiques sensorielles peuvent avoir des effets sur le comportement alimentaire, mais leur prise en compte dans les pratiques, donc sur le terrain, sont plus difficiles. Cette prise en compte est plus difficile par rapport aux aspects nutritionnels, et notamment parce que les préférences et les valeurs hédoniques ont une forte composante subjective, avec certains animaux qui préfèrent tel goût et d'autres qui préfèrent tel autre, et également qui dépendent du vécu de l'animal. Et donc, on observe une forte variabilité individuelle de ces besoins sensoriels, en fait, comparés aux besoins nutritionnels qui sont plus caractérisés par le stade physiologique ou l'âge de l'individu. Donc ici, c'est juste un exemple pour vous illustrer la variabilité individuelle qu'on peut trouver. Par exemple, préférence donc, pour un foin vaporisé avec du Bitrex. Le Bitrex, c'est une substance qui est extrêmement amère. Et donc, on observe, sans forcément d'effet dose précis, une forte variabilité des préférences individuelles. Alors, un moyen qui semblerait intéressant pour justement arriver à satisfaire ces besoins nutritionnels qui sont variables en élevage, ce serait de proposer une diversité d'aliments pour que chacun, en gros, y trouve son compte. Donc, proposer cette diversité alimentaire sera en plus cohérente dans la mesure où les herbivores domestiques sont des animaux généralistes et que de multiples observations montrent que dès lors que ces animaux ont le choix, ils consomment un régime diversifié, même s'il n'y a pas de différence nutritionnelle entre les aliments. Même une diversité de flaveurs, les animaux sélectionnent toujours un ensemble des aliments différents. Alors, en élevage, qu'en est-il de cette diversité proposée aux animaux? Donc, en ce qui concerne les ruminants domestiques, il y a une grande variabilité des situations en élevage. Ça va depuis les rations à l'auge avec un seul aliment, voire deux, depuis le pâturage sur des prairies très diversifiées, où donc là, la diversité est présente. Quoi qu'il en soit, pendant les rations hivernales, les animaux sont souvent confrontés à des rations monotones pendant de longues périodes, et on sait que la monotonie peut engendrer un phénomène de sensory specific satiety qui donc implique des aversions transitoires et donc des diminutions de l'ingestion, donc avec des effets potentiellement négatifs sur la production. Donc qu'est-ce qu'on connaît des résultats de la diversité alimentaire sur le comportement? Donc la diversité alimentaire, d'une part, motive l'ingestion. Donc ici, un exemple très simple d'une étude d'un collègue aux États-Unis qui a montré que lorsqu'on offre à des moutons pendant plusieurs semaines un régime avec le même foin, mais qui est soit en gros vaporisé avec une solution d'eau enrichie avec une substance amère, sucrée, umami, ou
un choix entre ces différents types de fourrage, on voit que la diversité stimule l'ingestion. Il y a également à souligner une importance du changement dans la motivation de l'animal, c'est-à-dire qu'il y a non seulement la diversité en termes de nombre d'aliments, mais également la diversité en termes de changement. Donc ici, juste un exemple où on voit que lorsqu'on fait une distribution d'un aliment, donc ça c'est l'ingestion cumulée, si on fait une deuxième distribution, déjà ça motive l'individu à consommer, et si la deuxième distribution est constituée d'un deuxième aliment différent, ça motive encore plus l'ingestion. Donc ces animaux sont sensibles au changement. Également, des premiers résultats assez récents montrent que proposer notamment dans le jeune âge une grande diversité alimentaire permet de favoriser l'acceptabilité des nouveaux aliments plus tard dans la vie, donc de réduire la néophobie alimentaire qui peut avoir des intérêts lors des transitions alimentaires où on est obligé de donner à l'animal d'un seul coup de changer de régime, et donc ça peut éviter les baisses d'ingestion transitoires notamment, et aussi les premiers résultats qui indiquent que alimenter les animaux avec une diversité peut réduire le niveau de stress. Donc en conclusion, nous avons vu que les caractéristiques sensorielles avaient divers effets sur le comportement alimentaire. Il ne faut pas nier que ces effets sont bien entendu complémentaires de ceux liés à la valeur nutritionnelle, qui est bien sûr majeure dans l'orientation du comportement, mais on pense que considérer ces besoins sensoriels peut offrir des opportunités pour créer des pratiques innovantes d'alimentation qui tiennent compte de ces besoins sensoriels. Donc notamment la diversité alimentaire permet d'une part un enrichissement du milieu qui peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être, et d'autre part permettre aux individus de sélectionner un régime adéquat nutritionnellement, donc en tenant compte des besoins individuels nutritionnels qui ne sont pas forcément les mêmes, et donc avec un intérêt en termes de production, sachant qu'indirectement on peut aussi en avoir un effet du bien-être sur la production. Je vous remercie. Merci Cécile. Bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions à l'assistance sur cette présentation ? Aucune, alors moi je vais t'en poser une. Tu nous as dit que la monotonie alimentaire pouvait contribuer à avoir des baisses d'ingestion dans les troupeaux. Est-ce qu'il serait envisageable d'utiliser des additifs alimentaires pour augmenter cette diversité alimentaire, de façon artificielle bien sûr, et de façon à éviter des aversions ou une baisse de la consommation dans les troupeaux, dans les élevages ? Oui, je pense qu'il y a d'ailleurs des boîtes en fait, d'additifs alimentaires qui s'intéressent justement à pouvoir voir quel est l'intérêt de ces additifs pour stimuler l'ingestion, notamment d'aliments qui se consomment relativement mal, notamment des fourrages de mauvaise qualité à certaines périodes. Rajouter par exemple, nous ce qu'on a vraiment observé et ce qu'il y a eu exactement aussi comme résultat dans la littérature, c'est que donc si on rajoute du monosodium glutamate en fait, du glutamate monosodique en français, qui donne le goût umami là en fait, qui est un exhausteur de goût en quelque sorte, on obtient vraiment des très fortes préférences et pour le coup qui sont assez peu variables entre individus. Et donc ça, ce serait un moyen. Bon, après, il faut vaporiser le foin. Après, en pratique, je ne sais pas si. Mais réellement, ça motive l'ingestion des animaux et qui exprime une forte préférence pour ça. Et il y a plusieurs résultats qui confirment ça. Donc ça pourrait être, une façon d'améliorer notamment l'ingestion d'aliments qui sont peu appétants tels quels. Une deuxième question. Oui, Christine. Est-ce que quelqu'un peut porter un micro ? Oui, tu nous as donné les exemples sur le goût, les flaveurs. Je voulais savoir si on avait des données chez le ruminant sur d'autres caractéristiques sensorielles, physiques, je ne sais pas. Je pense que chez genre d'espèces, on va pouvoir avoir des caractéristiques sur la fibrosité ou des choses comme ça. Est-ce que ça, on en sait un peu plus on sait les mêmes choses sur ces espèces avec ces caractéristiques-là? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études en fait qui décortiquent les différentes caractéristiques. C'est vrai que le goût c'est le plus pratique parce que voilà, on vaporise le foin avec une substance. Après, c'est difficile de dissocier la caractéristique sensorielle de la caractéristique nutritionnelle qui est associée, c'est-à-dire qu'un fourrage fibreux est forcément de plus mauvaise qualité qu'un fourrage de bonne qualité. Il est clair que la fibrosité ou la rugosité apparaissent des éléments plutôt peu appétants et que
voilà, l'animal va préférer un régime plutôt pauvre en fibres, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que le ruminant a besoin de fibres aussi pour le fonctionnement de son rumen, et que donc il n'y aura jamais des choix à 100% en fait. C'est pour ça aussi qu'on observe quasiment toujours une diversité, quand il y a le choix, une diversité alimentaire. C'est que voilà, même un régime de très bonne qualité peut engendrer d'autres soucis au niveau du fonctionnement ruminal qui incitent l'animal à consommer des fibres. Mais a priori, voilà, la fibrosité est à première vue plutôt moins appétante, même si voilà, je ne crois pas qu'il y ait des études spécifiquement qui aient testé cette caractéristique en tant que caractéristique sensorielle dissociée du nutritionnel.